Bonjour à tous, je suis Jérémy Hureau, adjoint au directeur de l'Ecolab. Permettez-moi ces quelques mots rapides avant de laisser la main à Sarah. D'une part, je vous invite à poser les questions qui peuvent être au travers du chat, à profiter des interactions rendues possibles par la plateforme. Et d'autre part, rappelons que des rendez-vous d'affaires se tiennent en parallèle des tables rondes et restent possibles tout au long de cette journée. Merci. Bonjour à tous, je me présente, donc Vincent Coissard, sous-directeur déchets économie circulaire au sein de la DGPR. Il m'a été confié la lourde tâche d'animer cette table ronde, ce que j'espère faire au mieux. Donc pour commencer, je vais faire une petite introduction pour rappeler donc que la loi anti-gaspillage a fait du tri à la source des biodéchets un enjeu central des politiques françaises en matière de gestion déchets et d'économie circulaire. Que la mobilisation de ce gisement représente en effet un axe fort excusez-moi, dans l'optimisation de la gestion de nos déchets, notamment celle des collectivités, et dans l'atteinte de nos objectifs, notamment en matière de réduction de la mise en décharge de nos déchets, puisque nous devons, d'ici maintenant à peine 3 ans, réduire de moitié les déchets que nous mettons en décharge par rapport à l'année 2010. Plusieurs enjeux sont liés à cette valorisation des biodéchets. Tout d'abord, la réduction de l'empreinte carbone du secteur déchets, la résilience de nos modes agricoles, puisque les biodéchets permettent la production de matières fertilisantes organiques, et également un enjeu énergétique, puisque les biodéchets peuvent également servir à créer du biogaz. D'ici fin 2023, toutes les collectivités locales et tous les producteurs de biodéchets seront censés avoir mis en place le tri à la source des biodéchets. Certaines d'entre elles sont sans doute un petit peu en retard, mais l'objectif est que tous les projets soient lancés. Alors, c'est un objectif ambitieux, mais qui peut toutefois s'appuyer sur le retour d'expérience de plusieurs collectivités qui sont lancées sur le sujet, à la fois des collectivités assez denses, comme par exemple Lille, Bordeaux, Rennes ou plus récemment Paris, mais également des collectivités de taille plus réduite comme Niort, Lorient, Nevers, Pau, Arras ou encore Clermont-Ferrand. Alors, pour accompagner les acteurs dans la mise en place du tri à la source des biodéchets, il y a plusieurs travaux qui sont en cours, notamment sous l'égide de l'ADEME, qui sera d'ailleurs représenté dans le cadre de notre table ronde, j'y reviendrai juste après, ainsi que dans le cadre du comité stratégique de filière, qui sera également représenté, afin de capitaliser sur le retour d'expérience et apporter un éclairage sur les aspects techniques, organisationnels, économiques et sociaux relatifs au tri. Et on voit bien à travers tous ces travaux que la donnée est au cœur du sujet pour appréhender au mieux la question des biodéchets. Alors, je vais le faire rapidement, juste pour donner un petit aperçu de l'ensemble des travaux qui sont en cours. On a à la fois côté ADEME une étude sur l'évaluation de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Du côté du CSF, des études sur les modèles économiques et les leviers qu'on pourrait activer pour soutenir la filière, sans oublier également les travaux qui sont faits en lien avec Ecolab, donc du CGDD et le CSF, pour créer un espace commun de données sur l'ensemble de la chaîne de valeur des biodéchets. Au-delà de ces travaux, n'oublions pas de nombreux soutiens financiers, puisque à ce titre, dans le cadre du plan de relance et du fonds économie circulaire, c'est plus de 100 millions d'euros qui ont été dédiés aux biodéchets, et ce qui a déjà permis de soutenir près de 400 projets. Et ceci n'est pas terminé, vu qu'on aura d'autres financements, bien évidemment, à compter de l'année prochaine. Mais pour en revenir au cœur de notre table ronde, à savoir la donnée au service de l'émergence ou de la consolidation de la filière de gestion des déchets, j'ai le plaisir donc d'accueillir 4 participants. Donc Alexandra Gentric de l'ADEME, Morgane Goria de l'PAPREC, Grégoire Bleu de Upcycle et Nora Mekder de la CME pour le CSF Déchets. Donc, chacun d'entre eux et d'entre elles vont commencer par vous faire une petite présentation pour se présenter déjà, puis pour présenter leur vision sur la manière dont les données peuvent être mises au service de la valorisation des déchets. Et donc, pour ceci, j'ai la parole à Alexandra pour ouvrir le bal des intervenants. Alexandra, c'est à toi. Merci.
Bonjour à tous, donc Alexandra Gintric, moi je suis coordinatrice sur la thématique gestion de proximité des biodéchets et sur la tarification incitative également, donc au sein de la direction économie circulaire, service valorisation des déchets de l'ADEME. Donc ce matin, moi je voulais en particulier vous parler des données dont on dispose et celles qu'on aimerait avoir. Donc, à l'ADEME, on a principalement des données sur le service public de gestion des déchets, hein, donc les collectivités compétentes sur ce sujet. Sur les professionnels, on est nettement moins riche. On a quelques données, mais plus des retours d'expérience individuels qui ne permettent pas de capitaliser à large échelle. Donc les données des collectivités, elles nous viennent principalement de l'enquête collecte, hein, qui est aujourd'hui réalisée tous les 2 ans au niveau national. Donc cette enquête, elle nous permet de recueillir des données sur la collecte, donc des données sur la population desservie, sur les tonnages collectés. Et sur la gestion de proximité, on essaye aussi de capitaliser des informations, donc déjà sur l'existence d'opérations de gestion de proximité des biodéchets, sur le nombre de composteurs distribués, alors individuels, et le nombre de composteurs collectifs mis en place, des évaluations de population desservies par ces sites de compostage partagés notamment. Donc sur cette partie gestion de proximité, on a moins de données, hein, soyons transparents. C'est plus facile de remplir des données de collecte que des données de gestion de proximité. Donc on n'a pas systématiquement de renseignements, mais on est capable quand même de dire qu'il y a 2/3 des collectivités qui déclarent avoir des opérations en cours, ce qui est quand même majeur. Donc sur l'étude d'évaluation du tri à la source que M. Coissard évoquait en introduction, dont la publication est imminente, ce qu'on a observé, donc au-delà des données qu'on a pu collecter et qui nous permettent un certain nombre d'analyses, c'est le manque d'indicateurs de suivi et de moyens de suivi. Ce qui fait qu'on a, sur la collecte, par exemple, pas d'informations systématiques sur le taux de participation de la population. Alors, dès lors que le bac est pucé, c'est une donnée qui remonte de façon assez automatique, mais quand il n'y a pas ces bacs pucés, ben voilà, c'est pas forcément une information qui est collectée. De la même façon sur le taux de refus. Sur les biodéchets, on n'est pas sur des analyses systématiques comme on peut les connaître sur les emballages notamment. Donc on n'a pas systématiquement une information qui remonte sur ce taux de refus et donc sur la qualité du tri. Là encore, les collectivités déclarent quand même être relativement satisfaites de ce qu'elles collectent et donc ce n'est pas un sujet d'inquiétude majeure, mais en l'absence de données systématiques, pas possibilité de faire d'analyse globale sur ce sujet-là. Sur la gestion de proximité, alors puisqu'on est dans une démarche aujourd'hui de généralisation du tri à la source et donc d'évaluation de la population desservie, on est aujourd'hui plutôt sur des évaluations de population participante parce que les collectivités font soit signer une charte de participation, soit comptabilisent le nombre de biosos distribués ou parfois aussi organisent des campagnes de pesée qui leur permettent de relativement bien connaître la population participante. Par contre, quand on est sur une question de desserte, donc bon, sur un immeuble, on peut se dire c'est la totalité de la population de l'immeuble, mais c'est déjà pas forcément une information facile à collecter de manière fiable. Et quand on est sur du compostage de quartier, ben là, il faudrait évaluer la population présente dans un certain rayon autour du composteur en question. Et donc là encore, on est sur des évaluations qui ne sont pas faites systématiquement. Et on se retrouve donc à travailler sur la gestion de proximité sur la base d'hypothèses, à la fois de population et à la fois de tonnage détourné, puisque ces tonnages sont calculés par l'application de ratios théoriques la plupart du temps. Donc voilà, on n'est clairement pas sur la même qualité ou fiabilité de données entre la collecte et la gestion de proximité, mais c'est normal. Enfin, on est sur des logiques complètement différentes d'un côté et de l'autre. Mais du coup, la conclusion globale qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on manque de données pour avoir une connaissance
général du tri à la source en France. Et au niveau de chaque collectivité, on estime aussi qu'il manque un peu de données pour être dans une démarche d'amélioration continue des opérations et donc de pouvoir progresser dans cette généralisation du tri à la source, mais aussi du coup dans la quantité détournée de biodéchets des OMR pour, pour réduire ce flux, donc, ce qui est un des objectifs. Donc aujourd'hui, pour l'ADEME, dans ce contexte de généralisation du tri à la source, c'est donc d'amener les collectivités à systématiser le suivi des opérations, à la fois de collecte séparée et à la fois de gestion de proximité, sur la base d'indicateurs partagés qui permettraient donc une capitalisation, pardon. Il y a déjà eu des travaux faits par le passé, pour ceux qui connaissent bien le sujet, peut-être que le terme biolocal parlera à certains. Et donc, du coup, voilà, un des objectifs de l'ADEME dans les travaux à mener ces prochaines années, c'est de réactualiser ces méthodologies et de les diffuser à grande échelle pour faciliter la remontée des données. Voilà pour le contexte ADEME. Merci. Merci Alexandra. Donc on voit bien qu'on a certains pans sur lesquels on a plus facilement de la donnée, tu l'as bien rappelé, plus facile sur la collecte que sur la gestion de proximité, ce qui force à devoir travailler avec des hypothèses, des ratios théoriques, et que tout ceci n'est pas forcément évident ensuite pour justement avoir une vision très précise et voir notamment sur quels aspects il faudrait travailler pour améliorer cette gestion. Alors maintenant, je vais céder la parole à Morgane pour également pour qu'elle se présente, pareil, et qu'elle puisse donner sa vision sur la manière dont les données peuvent être utilisées dans le cadre de la valorisation des biodéchets. Merci Vincent. Donc moi, Morgane Goria, je travaille donc chez Paprec sur ce qu'on appelle nous la filière retour à la terre. Donc Paprec, je pense que les gens connaissent, mais voilà, c'est une entreprise familiale qui est vraiment spécialisée dans le recyclage de toutes les matières, démarrage papier, d'où le nom, mais aussi plastique, métaux et donc recyclage organique. On va travailler à la fois sur la partie collecte évidemment et sur la partie traitement, et on va travailler à la fois avec des clients industriels et collectivités. Alors, je vous dis ça parce que effectivement, ça veut dire qu'on englobe quand même tout un panel d'activités, et c'est ce qui fait qu'on s'est intégré dans les différents syndicats de la profession, donc FNAD, FEDEREX, NEFID pour les citer, et notamment pour apporter cette vision du terrain et cette ambition d'une amélioration continue, parce que c'est ça l'objectif aussi de la filière, c'est de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, mais de toujours faire au mieux. Et donc sur cette implication-là, c'est notamment celle-ci qui va nous amener à participer aux différentes études, donc soit les études entre guillemets internes, donc celles notamment du CSF, je pense que Nora en touchera quelques mots tout à l'heure, voilà, mais aussi effectivement les études ADEME qui ont déjà été évoquées, et pour information également des travaux de recherche, parce qu'il y a aussi constamment des travaux de recherche, que ce soit sur la dégradabilité des matières ou sur quelles sont les valorisations possibles et l'amélioration de la qualité des matières que l'on recycle, en particulier des matières organiques qui vont retourner dans les champs. Si je reparle un peu plus spécifiquement de mon métier à moi, donc les éléments sur lesquels on a des éléments emblématiques, j'ai envie de dire, sur lesquels on travaille sur l'organique, ça va être notamment effectivement l'unité de méthanisation du SICTOM qui va démarrer dans quelques années, donc avec voilà, là, une grosse usine de méthanisation de biodéchets, des ménages tri à la source, donc qui servira aussi d'exemple pour montrer que c'est des choses qui peuvent fonctionner. Donc, au-delà de la donnée, il y a aussi des exemples parfois qui permettent de booster la filière. Et puis, autre chose assez caractéristique nous concernant, c'est ce qu'on appelle biocollecte chez nous, qui est la collecte en porte-à-porte des biodéchets des ménages, sur lesquels on travaille depuis plus de 10 ans avec certains de nos clients, certaines collectivités clientes. Et c'est sur cet aspect-là que moi j'ai envie de vous parler un peu de données et de notre approche, de comment on est rentré dans la donnée. On est rentré dans la donnée, ça a été aussi dit par Alexandra tout à l'heure, en fait par un biais individuel. C'est-à-dire que d'abord la donnée, elle
par la collectivité pour elle-même, en fait. Et ça, c'est un des points qui est vraiment assez intéressant. C'est venu aussi beaucoup de ce qu'on appelle la tarification incitative. Je ne vais pas faire la promotion de la tarification incitative ici, mais il faut savoir que la tarification incitative, elle a deux aspects. Elle a un aspect économique, mais elle a aussi un aspect donné, parce que pour faire une tarification incitative, il faut qu'on épuise l'ensemble des bacs. Et on a aujourd'hui plusieurs collectivités qui ont compris que l'intérêt était aussi tout bêtement dans le puçage et pas forcément que dans l'aspect économique, et que le simple fait de pouvoir mettre une petite puce sur chacun de ces bacs permettait d'avoir des remontées d'informations qui leur donnaient des infos sur leur territoire, et en particulier voilà, le taux de présentation des bacs, de tous les bacs. Je vais vous donner quelques exemples peut-être un peu précis, mais si vous vous rendez compte que vos ménages, en fait, ils sortent leur bac à ordures ménagères une fois par mois, alors que vous avez une collecte 2 fois par semaine, ça amène à se poser des questions, en fait, sur la fréquence de collecte. Et puis, donc ça nous permet donc d'avoir cette donnée-là. Et du coup, les enjeux pour nous, c'est très clairement ça, c'est-à-dire de faire savoir que, mieux connaître sa propre collecte, son propre territoire, c'est progresser soi-même. On en parlera aussi, mais partager après cette information, c'est progresser ensemble. Ça, c'est vraiment un des enjeux. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ces données qui semblent éminemment individuelles, en fait, montrer qu'elles peuvent servir aussi à tout le monde. Et l'autre enjeu, là, c'est plus un enjeu, nous, de collecteurs. Très clairement, il va être sur la fiabilisation des données. Et du coup, ça engendre chez nous aussi de nouveaux métiers, par exemple. C'est-à-dire que voilà, on a des data analystes qui vont regarder justement comment les données sont fiables. Est-ce que les données, je vais vous donner aussi de nouveau quelques exemples, mais voilà, est-ce qu'une pesée embarquée, elle est fiable ou pas? Est-ce que par contre, les données de lecture de puce peuvent bel et bien être fiables? Est-ce qu'elles sont cohérentes avec les données GPS? Parce que c'est aussi une autre forme de données. Et dans les développements qui peuvent aussi être réfléchis par rapport à la donnée, il y a toute la partie visualisation, caméra. Donc vous savez que sur nos autres métiers, on peut avoir des caméras qui détectent automatiquement certaines typologies de déchets. Ben, c'est des questions qui peuvent évidemment se poser sur des données embarquées pour pouvoir repérer notamment, par exemple, des erreurs de tri, ou au contraire, ça c'est si je parle de déchets, mais ça peut évidemment, vous imaginez bien, faire plein d'autres choses sur d'autres flux que de effectivement être capable de repérer au moment de la levée. Donc voilà, donc il y a tout un ensemble de données aujourd'hui plutôt gérées à titre individuel qui sont vraiment très intéressantes à analyser, et j'invite vraiment aussi les collectivités parfois à mieux les analyser, parce que des fois on les collecte, on les analyse pas, parce que c'est bien les données, mais si on les analyse pas et si on arrive, si on les fait pas parler, c'est toujours moins intéressant. Et puis, évidemment, l'étape, et ça on en discutera un peu plus longuement après, de comment est-ce qu'on fait pour mutualiser ces données à l'échelle globale. J'ai beaucoup parlé collectivité, excusez-moi, comme d'autres autour de la table, parce qu'effectivement, ça a déjà été dit, mais je le répète, il y a des données qui sont plus difficiles que d'autres à collecter, et aussi, je préfère préciser, plus difficiles à partager. Nous ne sommes pas, nous, collecteurs, propriétaires des données, c'est nos clients qui ont ces données-là, et il ne nous appartient pas, nous, de fournir ces données-là. Donc, c'est des choses qui peuvent être un peu complexes. Merci Morgane pour cette introduction. Moi, je retiens notamment qu'il ne faut pas oublier les travaux de recherche aussi qu'on peut faire dans le domaine, parce que évidemment, la recherche peut bien évidemment aussi alimenter le global en données. Et puis, je retiens aussi ce témoignage très intéressant du fait que beaucoup de données, en fait, aujourd'hui existent, mais restent dans un périmètre très restreint de la collectivité, et qu'il y a un double enjeu, à la fois le partage de la donnée et puis bien évidemment sa fiabilisation. C'est généralement le cas pour toutes les données. Sans oublier puis que bien évidemment, c'est bien d'avoir de la collecte, encore faut-il l'analyser, c'est bien d'avoir de la donnée, pardon, mais encore faut-il l'analyser, car sinon on va être un petit peu démuni. Alors, avant de donner la parole à Nora, puisque Morgane, tu as effectivement déjà fait le lien avec le CSF, je vais tout d'abord céder la parole à Grégoire pour qu'à son tour, il puisse se présenter et qu'il puisse nous donner sa vision sur le sujet. Et bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Moi, je suis un peu le petit pousset par rapport à Paprec. On est Upcycle, une entreprise, une ESUS qui vient d'être donc labellisée Green Tech.
En 2 mots, ce qu'on fait, nous, assez pragmatiquement, l'ADEME, dans sa pyramide de gestion des traitements, recommande de privilégier le compostage et met l'accent sur l'empreinte écologique importante des transports dans la gestion des déchets. Du coup, nous, en fait, on a un peu pris ces recommandations mots et on a essayé de développer un système qui permet de faciliter autant que possible, en fait, le compostage le plus en local des biodéchets. Et là où c'est un lien direct avec la conférence qui nous anime aujourd'hui, c'est qu'en faisant ce travail, on s'est aperçu que la data était clé pour réussir ce défi. Quand on parle en France de compostage de proximité, on pense généralement à du compostage partagé en pied d'immeuble ou à du bac bois au fond du jardin. Donc évidemment, ça marche très bien, ça se développe fortement et c'est adapté à plein de situations. Mais on constate que parfois, ce n'est pas suffisant, par manque de place, au-delà d'une certaine volumétrie, il peut y avoir des enjeux de nuisance. Et donc nous, on s'est mis comme défi chez Upcycle, comme défi de pouvoir proposer une solution qui permette de maintenir dans l'enceinte de l'interco, généralement, le compostage des biodéchets. On a constaté, après 4 ans de travail là-dessus, que la donnée nous est utile pour relever 3 défis. Le premier, c'est de mobiliser les habitants le plus possible, le plus rapidement possible, et de maintenir de la mobilisation dans le temps, ce qui est peut-être d'ailleurs le point le plus important des 3. Le deuxième, c'est comment modéliser des collectes pour minimiser l'impact carbone et maîtriser le coût. Et le troisième, c'est comment pouvoir piloter des processus de compostage à grande échelle en maîtrisant la nuisance. Donc sur le premier, c'est un sujet qui est effectivement très collectivité. On connaît tous les moyens classiques de porte-à-porte, de boitage, de permanence. Quand on ajoute à ces moyens-là un peu de données, c'est-à-dire chez Upcycle, c'est des QR codes avec des balises UTM, on arrive à voir comment sont recrutées les personnes, comment est-ce qu'elles rentrent dans le système, et du coup à savoir comment finalement mobiliser les moyens de sensibilisation les plus efficaces et abandonner ceux qui ne le sont pas. Ça paraît tout bête, mais ça conduit assez rapidement à des arbitrages forts, notamment, par exemple, arrêter des permanences qui ne servent à rien, parce que finalement, les gens sont beaucoup plus sensibles au porte-à-porte. Donc nous, on voit que d'un point de vue gestion de l'argent public et focalisation sur les bons points, c'est hyper basique, mais en fait, ça marche très, très bien. Le deuxième, c'est tout simplement de proposer une démarche plus volontariste aux habitants. Je pense que Morgane a aussi ça en tête, c'est si on est dans l'injonction permanente, il y a un effet de saturation, et donc pouvoir apporter pareil du QR code et un peu de données, une petite démarche de sensibilisation de film et de proposer en amont d'une obligation une inscription volontaire pour recruter des ambassadeurs, pour mettre en avant les personnes les plus mobilisées. On s'aperçoit que, par exemple, pour mettre en avant une mobilisation au sein d'un immeuble, c'est 10 fois plus efficace que de chercher à convaincre tout l'immeuble d'un seul coup. On va faire les choses progressivement en donnant en fait des petits outils et en multipliant ces démarches, en les automatisant en fait à travers la donnée. Sur la collecte, on ne compte plus les applications de gestion automatique, de planification de collecte qui sont en train de se développer, de capteurs qui permettent de savoir si c'est plein, si c'est sale, s'il y en a trop. De fait, nous, on a eu la curiosité de monter à travers un certain nombre de camions pour voir comment s'opéraient les collectes. On voit qu'on a un champ d'optimisation énorme et l'enjeu pour notamment les collectes qu'on va faire en mode doux, si on y arrive, c'est-à-dire utiliser des vélos avec des remorques pour collecter les biodéchets, c'est évidemment de savoir comment gérer un maximum de poids, donc d'optimiser le plus possible et d'aller chercher que les points d'apport volontaires, par exemple, qui sont pleins, quoi. Le troisième point, c'est notre cœur de métier, le compostage électromécanique. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, hop, je vous montre juste rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc un composteur électromécanique, ça ressemble à ça. Donc c'est des grandes boîtes, c'est des réacteurs en fait à bactéries qui compostent, dans lesquels on a un broyeur puis un composteur. C'est des démarches et des technologies qui datent des années 90. Chez Upcycle, on a cherché à les démultiplier et donc on a équipé ces machines de capteurs pour pouvoir notamment former des néophytes du compostage en quelques mois qui deviennent des experts du compostage en local, quoi. Et pour ça, évidemment,
on a des capteurs qui nous disent le taux de remplissage de la machine, qui nous disent comment a été fait la recette, qui nous disent quelles sont les températures, qui gèrent automatiquement la traçabilité. Donc pour nous, on n'est pas du tout des fans de données ou des fans de high-tech, mais on conçoit que ça peut être extrêmement simplificateur, notamment quand on veut travailler à petite échelle et démultiplier comme ça ce travail à échelle réduite. Merci Grégoire pour ce témoignage. Moi, je retiens notamment les 3 défis à relever sur lesquels tu as insisté, avec, je pense, effectivement, le premier qui est sans doute le plus prégnant, surtout lorsqu'on est dans le cadre d'un démarrage d'une filière qui a vocation à concerner l'ensemble des citoyens, et donc la mobilisation des habitants et surtout de mobiliser dans le temps. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est important parce que souvent, on arrive à mobiliser les gens au moment du lancement, mais encore faut-il garder cette pérennisation de la mobilisation, sinon tous les efforts qui sont faits au début peuvent être réduits à néant. Et puis bien évidemment, on va dire quelque chose de plus classique, mais qui est également extrêmement important, à savoir la donnée au service de l'optimisation de la collecte, à la fois pour des raisons environnementales et de coût. Il ne faut pas quand même oublier le coût, et d'ailleurs je pense que Nora y reviendra juste après, ainsi que l'optimisation du compostage, également pour aussi des questions de coût, mais également, je pense, comme tu l'as bien signalé, pour prendre en compte les nuisances, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que les biodéchets sont des déchets un petit peu particuliers, puisqu'une mauvaise gestion peut très vite entraîner des nuisances et qui peuvent justement, et c'est là qu'on fait la boucle, réduire la mobilisation des habitants. Alors justement, Nora, pour conclure cette petite première séance d'introduction, je te laisse également te prêter à l'exercice de te présenter et de présenter ta vision sur le sujet. Merci beaucoup Vincent et bonjour à tous. Donc très rapidement sur la présentation du comité stratégique de filière, qui est souvent un objet méconnu. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui 19 CSF, donc sur les grandes filières industrielles dont l'objet est de promouvoir la performance de l'industrie en France et plus largement bien sûr en Europe. Donc sur ces 19, effectivement, on a la chance d'avoir un CSF sur la partie déchets, donc qui s'appelle transformation et valorisation des déchets. On a un contrat de filière qui vient un petit peu régir l'ensemble des travaux qui sont portés dans ce cadre. Et on a la chance d'être accompagné par les administrations et l'État de manière générale dans nos travaux. Et je tiens d'ailleurs à les remercier puisque c'est aussi dans le cadre de cette coordination qu'un certain nombre de projets émergent. Et j'y reviendrai notamment sur la partie biodéchets et données. Pour vous dire aussi qu'on a dans notre contrat et l'avenant qui a été signé en juin 2021, donc sur l'ensemble de la partie industrie, qui ressemble à peu près aujourd'hui 1500 entreprises et plus de 110 000 emplois directs, on a un certain nombre de priorités qui sont partagées donc à la fois par le secteur privé et par l'État et les administrations membres de notre CSF. On a des enjeux, vous l'imaginez bien, et Vincent, je pense que toi, tu l'as bien dit dans ton introduction, autour des sujets de décarbonation, autour de l'approvisionnement en matières premières des industries françaises et européennes, et nos matières recyclées sont à ce titre stratégiques, et des enjeux énergétiques. Il s'avère que ces priorités font bien l'objet de travaux dans le cadre de notre CSF. On vient parler recyclabilité, on parle également des filières REP et de la question de la robotisation des centres de tri, par exemple. Et on est arrivé très rapidement, effectivement, à une priorité partagée qui est celle de la gestion des biodéchets, qui a croisé le chemin de nos travaux sur la mutualisation des données il y a maintenant presque 1 an. On a fait un atelier en septembre 2021 sur la mutualisation des données. On a fait échanger un certain nombre de parties prenantes, à la fois opérateurs, collectivités, État. Et on avait le soutien dans ce cadre des administrations et plus particulièrement du CGDD et de l'Ecolab que je remercie, et bien sûr de la DGE, pour finalement échanger sur quelles données dans la filière déchets on souhaitait collectivement mutualiser. Fin 2021, on termine un petit peu la concertation et on fait un nouvel atelier en juin dernier, donc juin 2022. Et effectivement, le cas d'usage qui émerge, la priorité qui émerge, c'est vraiment le sujet des biodéchets. Et là, le CSF intervient vraiment sur ce que Morgane a appelé le comment progresser ensemble. On est vraiment là sur
de la discussion de quelles données on dispose. Donc, il y a effectivement eu un état des lieux qui a été fait. Et la dernière étude en date du CSF, avec le soutien de l'ADEME, effectivement, vous l'avez cité sur la question du modèle économique. Quels sont les coûts associés à cette nouvelle filière en termes de collecte, en termes de traitement? Et on pourrait revenir aussi, puisque nous sommes en train de la clôturer et on préparera aussi une communication, donc je pourrais éventuellement revenir dans quelques mois vous en parler. Ces travaux-là, effectivement, viendront alimenter les données disponibles pour la filière. En tout cas, c'est un souhait qu'on formule dans le cadre du CSF, puisque c'est un sujet effectivement de pilotage de performance. Les uns et les autres en sont conscients aujourd'hui. Et en tout cas, j'ai l'espoir que c'est vraiment dans le cadre de notre CSF et je pense que tout est réuni aujourd'hui pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait cette confiance qui soit créée entre les différents acteurs et qu'effectivement, il y ait des considérations peut-être un peu plus individuelles qui soient mises de côté, qui ne soient pas niées, parce qu'effectivement, la qualité de la donnée individuelle, je pense qu'elle est centrale, que ce soit pour une entreprise ou une collectivité, bien sûr. Mais en tout cas, dans le cadre de nos travaux de CSF, on est vraiment sur l'étage du dessus et sur le pilotage global de la filière. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est partagé par les acteurs et la gouvernance du CSF, on n'a pas de temps à perdre pour la mise en œuvre de la filière biodéchets, à la fois parce que Vincent l'a rappelé, il y a des objectifs législatifs, à la fois européens et français, mais également parce que c'est une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité pour les entreprises, pour les collectivités, pour les citoyens de manière générale. Il y a une vraie valeur ajoutée de cette filière-là, notamment, et on l'a dit, en termes de décarbonation, en termes de valeur agronomique pour la résilience de nos sols. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est vraiment tout le sens de nos travaux, il est temps d'accélérer. Et en tout cas, pour nous, le partage de la donnée, c'est un enjeu d'accélération et c'est un facteur de coordination qu'on souhaite, en tout cas nous, dans le cadre du CSF et avec l'ensemble des autres parties prenantes, continuer à travailler. Merci Nora pour ce témoignage qui met bien en avant donc, les enjeux, à la fois en termes de décarbonation et de résilience, avec la résilience, les deux piliers, la résilience d'un point de vue matière et la résilience d'un point de vue énergétique. On voit aussi l'importance de mettre tous les acteurs autour de la table, puisqu'on voit bien que la donnée, ce sont une multitude d'acteurs au fur et à mesure de la chaîne de traitement des biodéchets qui l'ont. Et puis, comme a pu le rappeler Morgane, on a en plus parfois un acteur qui est producteur de la donnée, mais qui n'en est pas le propriétaire. Et donc, toute l'importance aussi, justement, de bien mettre l'ensemble de l'écosystème autour de la table. Et puis, je retiens aussi le fait que l'obligation de collecte des biodéchets d'ici fin 2023, c'est à la fois un challenge et une obligation de résultat sur le fait qu'il ne faut pas perdre de temps et qu'il faut accélérer, mais c'est également une opportunité, puisqu'effectivement, on va arriver vers un développement de cette filière sans commune mesure avec ce qu'on avait pu connaître jusqu'à maintenant. Alors, pour continuer dans le cadre de cette table ronde, je vais désormais vous poser quelques questions. Et tout d'abord, la première question que je voudrais poser, c'est selon vous, quelles données manquent le plus aujourd'hui, que ce soit en termes de disponibilité ou de mise à disposition vis-à-vis du traitement des biodéchets, et comment les nouvelles technologies pourraient-elles être une source de données? Alors pour cela, je vais d'abord demander à Morgane son avis sur cette question. Oui, dans les données qui manquent, alors je vous ai dit déjà, il y a le partage qui manque parfois. Parfois la donnée existe, mais bon, sur beaucoup de collectivités, la donnée n'existe pas forcément. Donc, dans les données qui manquent pour les collectivités qui leur permettraient de progresser, il y a notamment celle qui concerne la quantité de biodéchets dans leurs ordures ménagères. Alors, c'est plus profond que ça. Là, je parle des biodéchets parce qu'on parle de biodéchets, mais en fait, c'est la quantité de recyclables dans leurs ordures ménagères. Parce que les modécoms permettent un peu d'approcher ça, mais ce n'est pas toujours exactement le cas, ou en tout cas, ils ne se rendent pas compte que c'est ça que ça veut dire aussi, un modécom. Et il manque, donc parfois, il manque la donnée, mais souvent, il manque surtout le partage de cette donnée. Et l'autre chose, pour moi, qui manque beaucoup, c'est alors, je ne vais pas dire le partage d'exemples qui fonctionnent, parce qu'en général, les gens qui fonctionnent, ils n'ont qu'une envie, c'est de partager ce qu'ils font, et c'est incroyable d'ailleurs le temps qui passe, ces collectivités pionnières, à justement partager ce qu'elles font et aller expliquer aux autres pourquoi elles l'ont fait et comment elles l'ont fait. Ce qui manque peut-être, et c'est là où la donnée va nous aider, c'est l'objectivation de cette réussite.
Et en fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'une collectivité qui va vous raconter comment, par notamment le tri à la source des biodéchets, elle y a vu une opportunité pour changer sa façon de penser le déchet et, in fine, y gagner à la fois en termes de quantité de recyclage, mais aussi économiquement. Et ça, des exemples comme ça, on en a pléthore. Et pour autant, on voit bien que le message passe pas. Et je pense que notamment, il passe pas parce qu'il y a un manque d'objectivation et de dire, voilà, on est parti de là. Alors peut-être parce que parfois la donnée ancienne n'existe pas, mais on est parti de là, on est arrivé là. Et toutes ces données-là permettraient effectivement de pouvoir dire, si, en fait, c'est réel. Alors, c'est un peu ce que fait l'étude ADEME, c'est ce qu'elle essaye de faire, en tout cas, d'analyser toutes ces données-là pour montrer les trajectoires et les points d'arrivée. Mais souvent, du coup, il nous manque certaines données pour pouvoir faire des analyses un peu plus fines. Et donc, notamment, de mon point de vue, clairement, voilà, les données de quantité, de biodéchets collectés en soi, mais aussi ce que ça a été dit par Alexandra, mais un des indicateurs qui nous semble le plus pertinent, c'est effectivement la question des ordures ménagères, puisque c'est aussi celle-ci qui permet d'ailleurs de regrouper à la fois la question de la gestion de proximité et la collecte, parce que voilà, donner une donnée sur la quantité de biodéchets collectés, ça ne nous aide pas vraiment à savoir si la collectivité est performante sur le fait de trier à la source, puisque le tri à la source n'est pas la collecte à la source. Et donc, voilà, donc des données notamment sur les caractérisations un peu plus de ces déchets, celles-ci, elles manquent. Puis les autres, il faut surtout les partager. Merci Morgane. Donc là, on voit bien qu'en fait, en ne parlant que de biodéchets, déjà, on voit tout de suite qu'il faut avoir une vision plus large, puisqu'il ne faut pas réduire les biodéchets à ceux qui vont être soit collectés séparément ou même gérés en proximité, sur lesquels on a encore moins de données, mais également tous les OMR, en fait, tous les biodéchets qui se trouvent dans les ordures ménagères résiduelles, et pour lesquels, pour le coup, il faut aussi qu'on puisse savoir leur quantité pour avoir une idée justement de la qualité finalement du tri et de la collecte qui est mise en place, ce qui nécessite effectivement, comme tu as pu le signaler, des caractérisations, mais aussi sans doute un point zéro, puisqu'effectivement, moi je retiens aussi que pour objectiver, certes, il faut savoir quels sont nos résultats aujourd'hui, mais il faut savoir de quel point on est parti, ce qui n'est pas forcément évident à avoir. Et alors, je vais demander cette fois-ci à Grégoire, le petit pousset, comme il a pu se présenter tout à l'heure, sur son avis sur cette question et peut-être notamment sur l'aspect nouvelles technologies. Oui, merci. Déjà, on peut noter l'explosion des consultants. Le premier bénéficiaire de l'absence, ou en tout cas des difficultés actuelles pour consolider une objectivation claire, c'est tous les travaux de conseil très importants qui sont faits. Et même chez Upcycle, on a monté notre département conseil parce qu'on n'arrivait pas à communiquer de manière claire avec nos clients sur leur situation actuelle et qu'est-ce qu'on peut faire évoluer. Donc ce T0, il est hyper important. Malgré voilà, tous les rapports qui peuvent être faits, c'est vrai qu'il y a un flou là-dessus. Sur l'aspect nouvelle technologie, l'objectif, ce serait quoi? Ce serait d'être clair sur les périmètres. Donc, quand on parle d'un eurotonne, de tous parler du même eurotonne, ou d'un euro par habitant, de tous parler du même euro par habitant. Et on voit qu'il y a beaucoup de travaux dans ce sens, mais c'est vrai qu'on a du mal, quoi. On n'y arrive pas entre nous. Donc, il y a un vrai travail. Et nous, quand on constate la réalité, donc je peux vous partager, par exemple, ce qu'on fait sur la mise en place. En ce moment, on est en train de mettre en place un projet à Saint-Germain-en-Laye. Donc là, vous voyez ici, donc c'est notre logiciel interne, mais des points d'apport volontaires avec les inscrits à ces points d'apport volontaires. Donc les points d'apport volontaires ont été ouverts hier, c'est tout neuf. Mais on arrive comme ça, petit à petit, à voir d'où viennent les gens, comment ils sont venus, et on constate du coup des taux de participation effective dans le mois dernier qui sont parfois très très décalés de ce qu'on peut constater par rapport à des publications qui, on sait bien, partent parfois d'approximations ou de grands ensembles, quoi. Et donc on a besoin nous on a l'habitude de dire qu'on a besoin de redescendre, vraiment de s'appuyer sur des exemples très très précis, très très analysés pour recalibrer, je pense, tous nos modèles. Et là-dessus,
la technologie peut nous permettre de le faire. Alors la question, c'est est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est souhaitable que tout soit monitoré ? J'en suis pas sûr non plus. Moi, en tout cas, à titre de citoyen, je ne sais pas si ça me fait rêver que chacun de mes gestes soit monitoré. Mais en tout cas, qu'on se mette d'accord sur un T0 et sur, du coup, qu'on mette en place des technologies avec un certain nombre de communes ou d'entreprises volontaires pour qu'on puisse être au clair sur ce qu'on peut en attendre. Est-ce que c'est 40% de mobilisation, 70% de mobilisation ? Enfin voilà, toutes ces questions-là, elles sont pour moi encore très fortes, alors même qu'on déploie tous une énergie là-dessus qui est très importante et depuis maintenant 3 ans, quoi. Donc je pense qu'il va falloir accepter de prendre ce sujet à bras-le-corps avec un peu de technologie pour établir nos T0 ou nos objectivations de manière claire. Merci Grégoire. Donc moi, je retiens que on a pour ceux qui veulent créer une entreprise, donc sur les missions de conseil qui sont très demandées par de nombreuses collectivités. Mais sinon, je retiens surtout que ces nouvelles technologies nous permettent de pouvoir obtenir beaucoup de données. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est effectivement, est-ce qu'il faut monitorer tous les citoyens sur les biodéchets, ce qui effectivement peut poser des questions sociétales, ou si ce n'est pas justement dans le cadre, comme tu le disais Grégoire, à travers des exemples précis, mais toutefois représentatifs, qui permettraient justement d'engranger sur tel ou tel territoire pas mal de données qui permettraient de requalifier, de recalibrer les modèles qui pourraient être ensuite généralisés pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si Alexandra ou Nora veulent ajouter quelque chose. Peut-être un petit appel de pied auprès d'Alexandra, puisqu'on a dans le chat notamment une question sur les référentiels pour caractériser les biodéchets. Et donc, est-ce que tu peux nous dire si justement pour les collectivités qui doivent faire des caractérisations, par exemple des OMR, s'il existe au sein de l'ADEME une méthodologie qui permet justement de guider les collectivités pour faire une caractérisation en bonne et due forme. Comme on dit, effectivement. Merci Vincent. Donc effectivement, il y a un guide qui existe qui s'appelle Caradem pour les caractérisations locales. Parce que quand on parle de Modécom à l'ADEME, c'est plutôt la campagne nationale qui nécessite beaucoup de moyens et beaucoup d'échantillons. Mais donc au niveau local, il y a effectivement cette méthodologie Caradem qui reprend différentes catégories. Donc tout ça est très défini. Et le respect de ces catégories définies et de la méthodologie associée peut nous permettre aussi de capitaliser et d'exploiter ces données en toute transparence. Parfois, pour des questions de coût, les caractérisations sont simplifiées au niveau local pour répondre aux besoins à un instant T de la collectivité. Bon, après, la partie putrescible en général est quand même assez facile à isoler pour le sujet qui nous intéresse. Donc ce sont des choses qui sont disponibles en ligne. Je peux, pendant qu'on traite la prochaine question, rechercher la référence et la mettre dans le chat. Parfait, merci Alexandra. Alors peut-être également pour faire le lien avec une question qu'on a sur le chat sur comment mieux accompagner les collectivités, je voudrais vous demander justement comment est-ce qu'on fait pour mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire de la valorisation de biodéchets et plus particulièrement la valorisation de biodéchets de qualité afin d'éviter le gaspillage et d'assurer un haut niveau de valorisation agronomique des biodéchets. Alors peut-être pour commencer, Grégoire qui avait tout à l'heure fait un focus sur le compostage. Donc, je pense que cette question de valorisation agronomique, de biodéchets de qualité doit particulièrement résonner. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on a maintenant pas mal d'expérimentations dans des quartiers prioritaires de la ville qui ne sont pas les quartiers qui ont la réputation d'être les plus simples en termes de tri. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est par la création de liens, de relationnels, qu'on a les meilleurs résultats. C'est-à-dire que nous, on a essayé une approche très intellectuelle. Ça marche moyennement. La connexion aux data, on nous dit tout de suite, j'ai pas le bon téléphone, j'ai pas les bonnes choses.
Donc, en fait, c'est les animateurs qui se mettent à prendre leur propre téléphone pour faire toutes les opérations théoriques. En revanche, leur demander aux habitants de descendre leur jardinière, de leur montrer le composteur et de leur apprendre à mieux gérer leurs plantes vertes à partir du compost produit en pied d'immeuble, ça marche super bien. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on a constaté, c'est recréer de la relation à travers des ateliers, à travers un quotidien où on connaît les gens qui vont collecter, à travers un accès au compost qui peut être produit ou à la ferme urbaine qui va réutiliser le compost qui est produit. C'est l'élément le plus clé. Après, pour que tout ça advienne, il faut aussi que ce soit financé. Et donc là où les données vont être clés, c'est pour pouvoir amener de l'impact, prouver de l'impact et le tenir dans le temps. Et donc, on voit bien que le demandeur, c'est essentiellement, dans ce cas-là, la collectivité ou éventuellement l'exploitant associatif pour faciliter sa gestion ou pour faciliter la justification de son financement qui, lui, va avoir besoin des eurotonnes produits, va avoir besoin de savoir ce qui se passe dans le composteur sur l'hygiénisation et la traçabilité, ou va avoir besoin de rapports un peu clairs, quoi. Mais c'est très étonnant de voir que finalement, il y a un décalage. Plus on se rapproche du citoyen, plus on s'éloigne du besoin de données et on veut des choses très concrètes qui est le sentiment de sécurité, le sentiment de propreté, redonner du sens au geste de tri en améliorant mon quotidien et mon environnement, alors que quand on remonte sur la collectivité, au contraire, on a besoin d'outils de pilotage et que pour notamment multiplier des gestions de proximité, il va falloir trouver une manière light mais quand même fiable, ce qu'on essaye de faire nous à l'échelle d'Upcycle, pour comme ça démultiplier et monter des indicateurs fiables, quoi. Merci Grégoire. Donc on voit qu'au-delà des aspects parfois théoriques qu'on pourrait avoir dans l'appréhension du sujet, il ne faut pas oublier justement aussi les aspects sociologiques et notamment via cette création du lien. Donc sans doute ne pas avoir que des ingénieurs qui travaillent autour de cette thématique-là, mais aussi des gens qui apportent aussi plus de compétences vis-à-vis des sciences comportementales, même si in fine, il faut être quand même capable de pouvoir objectiver ensuite les résultats qu'on obtient, puisque comme tu l'as bien rappelé, il faut quand même un moment qu'on puisse financer tout cela et donc qu'on ait une certaine cohérence économique, hein. Ça reste le nerf de la guerre dans tous les cas. Morgane, peut-être pour compléter sur un aspect peut-être plus industriel. Oui, tout à fait. Non Mais pas en fait, le petit pousset à Morgane, la grosse entreprise. Hein. non, tout à fait. D'autant qu'on fait les deux en vrai, hein, mais on est évidemment le plus gros volume et la plus grande quantité, elle reste sur l'industriel et c'est logique. Finalement, j'ai presque envie de dire, on fait la même chose à grande échelle et c'est essentiel qu'on fasse la même chose. Alors, c'est sûr que c'est toujours plus facile de comprendre sur une boucle courte, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit, Grégoire, parce qu'en fait, tu as formalisé le fait que même sur une boucle courte, c'est important d'avoir des étapes et des chiffres à chaque étape. Et en fait, c'est ça qu'on fait nous. C'est-à-dire que la grande question, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la qualité en sortie? Déjà, ça va paraître bête, hein, j'ai enfoncé une porte ouverte. Mais d'abord, la première chose, c'est que si on recycle ces matières-là, ces biodéchets en compost ou en digesta, mais donc globalement en fertilisant, l'objectif, c'est bel et bien qu'ils soient utilisés comme fertilisants, en fait, hein. Donc, on passe d'une réflexion de gestionnaire d'un déchet qu'on voudrait éliminer à vraiment une réflexion de recycleur. Vous m'avez entendu le dire depuis le début. Et un recycleur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire sur toutes ces matières? C'est d'abord se poser la question de c'est quoi la matière première que veut mon client? Donc, en l'occurrence, là, le client, c'est l'agriculteur. Donc, c'est quoi ses besoins? L'agriculteur, tu disais, Vincent, tout à l'heure que les biodéchets étaient un déchet particulier. Bon, l'agriculteur est aussi un client particulier, en ce sens qu'il produit aussi beaucoup, sans critique de mon côté, hein, mais il produit déjà ses propres matières. Ça nous arrive assez rarement chez nos clients. Donc là, l'agriculteur, il a déjà l'habitude de gérer ses propres matières organiques. Il en achète aussi beaucoup à la coopérative, mais il produit ses propres matières organiques. Donc, il a déjà son propre référentiel et évidemment, il a confiance en ses propres matières. Donc, la grande question qui va se poser, c'est comment avoir confiance dans les matières que nous, on lui amène et qu'il connaît forcément un peu moins. Et parce qu'en plus, ces matières-là, elles ont plusieurs étapes, elles ont un nombre de producteurs variables, parce qu'il achète le compost à nous, mais en réalité, il y a un nombre d'apporteurs qui est assez énorme. Et donc, évidemment, plus on multiplie les apporteurs, plus on multiplie les sources potentielles d'indésirables ou d'erreurs. Et donc, forcément, il a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Et donc, pour moi, c'est ça tout l'enjeu des choses. C'est un enjeu d'abord de communication et d'explicitation de pourquoi est-ce que c'est si essentiel que ça. Ça a été redit par Nora, mais je me permets d'en remettre une couche. En fait, on ne serait pas autour de cette table
si ce n'était pas essentiel qu'on arrête de gaspiller cette ressource, parce que c'est une ressource, c'est nos engrais, donc c'est notre indépendance alimentaire qui est quand même derrière. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important que d'arrêter de faire de boucle du carbone à notre maison. Donc, il faut absolument qu'on arrive effectivement à remettre ce carbone dans les champs et à utiliser moins, parce que c'est ça aussi derrière, hein, d'engrais minéraux qui sont eux-mêmes fossiles et importés. Donc ça, les agriculteurs le comprennent aujourd'hui. C'est-à-dire que leur propre matière, elle retournait déjà au champ. La matière que nous, on leur apporte, c'est de la matière supplémentaire. Et donc, comment est-ce qu'on fait du coup pour travailler avec eux? J'ai envie de dire, souvent on dit quand on doit travailler comme ça, c'est qu'il faut un effort de pédagogie. Alors moi, surtout pas. Je ne suis pas là pour faire de la pédagogie. Au contraire, d'ailleurs, je pense que c'est assez condescendant comme façon de voir les choses. Comment est-ce qu'on travaille avec les agriculteurs? Au contraire, on travaille dans la co-construction. Parce que c'est comme ça qu'on y arrive bien, parce que, en fait, de nouveau, on est d'abord là pour répondre à un de leurs besoins. Et pour moi, c'est vraiment ce qui change des choses, c'est quand on part sur cet aspect-là. Un agriculteur n'est pas là pour traiter par épandage nos déchets. Il est là pour nous donner, entre guillemets, son cahier des charges, si je le formalise un peu, hein, son cahier des charges pour que la matière qu'on lui apporte elle soit de qualité. Et nous, après, c'est de notre travail que de respecter ce cahier des charges. Et du coup, et là, je reprends un peu ce qu'a dit Grégoire à son échelle individuelle, comment est-ce qu'on fait pour répercuter ce cahier des charges en amont? J'ai un cahier des charges sur ma production de compost, ce qui veut dire que j'ai un cahier des charges sur l'acceptation de ce que je prends en compost, ce qui veut dire que j'ai un cahier des charges sur comment je fais ma collecte, pour être sûr que du coup, j'ai pas un bac qui va venir me pourrir l'ensemble de ma collecte. Et comment est-ce que je fais du coup pour communiquer jusqu'au producteur premier. Et c'est là où c'est très compliqué avec les ménages parce que c'est le premier geste, c'est eux. Et il faut que chacun d'entre eux comprenne à quoi sert le compost. Donc, on fait à la fois, donc, de nouveau, avec les agriculteurs, plutôt de la co-construction. Et puis, avec tout le monde, là, je vais utiliser quand même le terme de pédagogie. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, il faut ouvrir nos portes. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup dans le recyclage en général, mais notamment dans le recyclage organique. Alors, c'est plus facile de visiter un centre de tri que de visiter un centre de compostage, mais en tout cas, et c'est là où du coup ça aide notamment les partenariats avec des gens comme Upcycle, parce que c'est plus facile de comprendre un petit composteur électromécanique et de visiter que de venir visiter une de nos grosses installations de compostage. Mais finalement, l'enjeu, il est le même. C'est que si vous mettez des bêtises dans votre biodéchet au départ, ça va être compliqué d'avoir de la qualité à la sortie, et c'est vraiment ça qui est important. Voilà. Merci Morgane. Donc on voit bien hein, là, moi ce que je retiens, hein, c'est les termes que tu as pu utiliser comme la confiance, la co-construction, la pédagogie, mais également aussi la nécessité de besoin de changer de regard, c'est-à-dire de passer d'un déchet qu'on veut éliminer à une ressource finalement. Et ça exprime vraiment pour moi le fait qu'il faut changer de regard sur les déchets. Et il faut peut-être arrêter de vouloir cacher nos déchets, mais justement les mettre en lumière, les mettre en avant, montrer ce qu'on fait, montrer à quoi ça sert, justement pour que le citoyen puisse donner un sens au geste qu'il va faire. Et là, on reboucle aussi avec l'intervention de Grégoire qui mettait aussi en avant le côté sociologique qu'on peut avoir dans le geste de tri, puisque c'est effectivement très différent quand on met un déchet dans une poubelle et que la première volonté qu'on a, c'est ensuite de ne plus le voir, que justement dans le cadre des biodéchets où l'objectif justement c'est de voir où est-ce que ça retourne et notamment que ça puisse retourner à la terre. Nora, sur ce sujet. Oui, c'est peut-être pour apporter du coup une vision un peu plus macro, un peu plus institutionnelle. La mobilisation sur le terrain, elle est cruciale. Le dialogue sur le terrain est central. Dans le cadre du CSF, effectivement, on est à un niveau un peu plus supra, mais c'est aussi également dans ce cadre, je pense que la mobilisation, elle peut avoir lieu puisqu'on a effectivement un certain nombre de groupes de travail, justement pour le partage de bonnes pratiques, par exemple. On a l'occasion d'échanger avec diverses parties prenantes. On invite, je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, lors de nos différents ateliers, on invite bien sûr les collectivités, le monde agricole. Ça permet également, hein, du coup, à cette échelle-là, de faire émerger les bonnes pratiques, le dialogue et puis voilà, de partager un petit peu sur les manques de la filière et du coup, c'est aussi comme ça qu'on est arrivé à ce sujet de la donnée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout à fait complémentaire d'avoir un petit peu ce désilotage. C'est vrai que dans le monde du déchet, nous, on a cette habitude-là, hein, de toute façon, d'être dans une chaîne de valeur un petit peu diverses et variées. On a l'habitude et Morgane l'a bien dit aussi, d'être ouvert vers les autres.
de toute façon, on n'a pas le choix puisqu'on ne maîtrise ni ce qui entre chez nous, ni les besoins de nos consommateurs. Donc, il faut vraiment être ouvert de part et d'autre pour pouvoir bien faire fonctionner la logique. Et en tout cas, dans le cadre du CSF, on essaye voilà, aussi de relancer cette dynamique et d'avoir ces espaces-là de dialogue pour faire avancer l'ensemble des parties prenantes. En tout cas, voilà, qu'ils aient un cadre dans lequel échanger librement. Merci Nora. Alors justement, on voit cette question de désiloter, un joli néologisme, mais je pense qu'il est effectivement très intéressant dans notre sujet. Ça fait le lien avec la dernière question que j'ai envie de vous poser et avec une question qui est d'ailleurs posée dans le chat, justement de quelqu'un qui cherche à mieux comprendre les difficultés rencontrées par les collectivités pour donner ces données. Est-ce que justement, il ne faut pas qu'on définisse une nouvelle gouvernance pour créer justement ce fameux espace commun de données dont j'ai parlé en introduction, pour que justement les données puissent être déversées dedans par les acteurs, à la fois en toute confiance et en toute transparence. Alors justement, Nora, sur cet aspect-là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de l'avancée des travaux? Alors effectivement, sur ce projet d'espace commun de données, on a l'accompagnement des ministères, des administrations, de l'ADEME. Je pense que ça vise effectivement la confiance. Finalement, c'est le point central, je pense, de nos travaux. On est sur des données, donc il y a un sujet effectivement, et les autres interlocuteurs l'ont bien dit, hein, de disponibilité de la donnée, de qualité de la donnée. Une fois qu'on aura coché ces 2 cases, la question c'est est-ce qu'on a envie de la partager? Il faut savoir effectivement que, je pense comme dans beaucoup d'autres secteurs, il y a une forte concurrence entre les différents acteurs quand on vise la performance forcément, hein, la connaissance est un moteur de compétitivité et donc les enjeux aujourd'hui de nos travaux, c'est vraiment de s'assurer que le cadre permet à différents acteurs voilà, de pouvoir déverser en toute confiance, en toute transparence, un certain nombre de données, sans doute pas toutes les données. C'est ça qu'on est en train de regarder aussi et j'espère voilà, pouvoir revenir vers vous dans les prochains mois pour vous dire qu'effectivement, on lance cet espace commun de données. Je tiens juste à dire que ce sont des travaux qui ont émergé petit à petit, mais finalement, quand je regarde la conclusion d'autres travaux par ailleurs sur la thématique biodéchets, cette question-là est remontée de partout. Donc en fait, en ce moment, je pense il y a aussi peut-être un moment sur lequel il faut que collectivement on surfe. Voilà, en tout cas, ce projet d'espace commun de données, il existe. Si vous avez d'autres questions là-dessus, on pourra aussi y revenir de manière peut-être un peu plus individuelle parce que c'est un sujet à part entière. Mais c'est un challenge en tout cas que le CSF mène et la question de la gouvernance, elle est cruciale. C'est un peu le point de départ de tout le reste à mon sens. Merci Nora pour cette intervention. On voit bien qu'évidemment, peut-être que l'ensemble des données n'auront pas vocation à être déversées, notamment s'il y a des données qui peuvent être stratégiques ou autres, mais on voit qu'il faut trouver ce juste équilibre entre des données qu'on pourrait considérer comme étant vraiment liées à une stratégie industrielle, de celles qui sont plus d'ordre environnemental et qui font l'objet du bien commun. Alors justement, généralement, quand on parle d'espaces communs de données, d'arriver justement à collecter de nombreuses données et, entre guillemets, d'arriver à la digérer pour la rendre justement communicable à tous sans lever des secrets, souvent on pense à l'ADEME. Alors, je vous informe que je ne sais pas si c'est pareil pour ceux qui nous écoutent, mais nous avons un compteur assez flippant qui nous dit que cette table ronde se finit dans exactement 1 minute 31. Donc, j'espère que ce ne sera pas comme dans Mission Impossible et que nous aurons un écran noir qui se mettra à fumer. Mais donc, j'invite Alexandra à faire relativement court sur cette intervention au cas où. Voilà. Donc sur les données collectivités, hein, donc on les remonte effectivement aujourd'hui. Par rapport à la question qui était posée, je l'avais pas forcément comprise dans les mêmes termes, mais en tout cas, c'est pas une difficulté à collecter la donnée, les données qui nous manquent. En tout cas, c'est pas une difficulté de remontée de données, c'est une difficulté de collecte de données. Voilà, c'est que la donnée n'existe pas dans la collectivité, donc elle ne peut pas remonter une information qu'elle n'a pas. Donc effectivement, sur l'observation des déchets, hein, puisque c'est aussi de ça qu'on part au niveau de l'ADEME,
On a aujourd'hui un travail aussi largement partagé avec les régions, les observatoires régionaux, mais des données qui font aujourd'hui déjà l'objet de publications, donc qui ne devraient pas avoir de difficulté à partir dans un espace commun de données, en tout cas pour ce qui est de notre côté, des données en plus qui viennent d'entités publiques. Donc pas de secret industriel a priori de ce côté-là. Et donc la donnée des collectivités pourra être effectivement une porte d'entrée pour faire démarrer cet espace commun de données. Parfait, merci Alexandra. Donc je vois que l'événement est terminé, mais en fait les écrans n'explosent pas, donc c'est plutôt rassurant. Et Collab a bien fait son travail pour éviter justement que nos équipements explosent. Je les en remercie. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est que on a surtout avant tout un problème d'existence même de la donnée et qu'il faut réussir à trouver comment on l'a fait, même si on a quand même l'impression que dans certains endroits, la donnée peut exister, mais encore faut-il qu'elle soit partagée. Et je pense aussi important de souligner le rôle des régions, puisqu'effectivement, c'est un acteur particulièrement important en matière de gestion des déchets, à la fois de par le rôle qui lui est confié par la loi en termes de planification, et dans ce cadre-là aussi d'observation des données, puisque de manière générale, faire de la planification sans données, c'est un exercice particulièrement périlleux. Alors, j'ai vu un petit doigt se lever du côté de Morgane. Donc, tant que Jérémy ne me tape pas sur mes propres doigts, mais c'est l'avantage du virtuel, car ce sera plus difficile pour lui de me taper sur les doigts, je te laisse intervenir. Oui, peut-être juste pour préciser que parfois, la donnée, entre guillemets, peut exister, mais elle n'est pas standardisée. Et c'est ça l'un de nos problèmes aussi. C'est que du coup, on ne peut pas les comparer parce qu'on n'a pas, on va avoir un chiffre qui, en fait, comme il n'a pas été réalisé de façon standardisée, il n'est pas comparable avec le voisin. Et c'est souvent, enfin, moi, je trouve que c'est souvent ça notre problème. Et ça rejoint ce que disait Alexandra sur les indicateurs aussi. C'est-à-dire que chacun va se faire ses propres indicateurs et on n'a pas d'indicateur national. Alors, du coup, des fois, c'est intéressant, mais du coup, de nouveau, on ne peut pas comparer les gens entre eux. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un point important et c'est vrai que ça peut être vu comme une norme supplémentaire dès lors qu'on fixe un cadre, mais dès lors qu'on souhaite partager les choses, si on veut éviter de parler de choux et de carottes, il vaut mieux effectivement se mettre d'accord déjà sur des définitions communes et sur une manière commune de comptabiliser. Voilà, avec 2 petites minutes de retard dont je m'en excuse auprès des organisateurs, je recède la parole à Jérémy. Un grand merci à toutes et tous pour les interventions et pour réponses résultant du chat. Donc voilà, j'annonce simplement qu'à venir juste après, à 11h55, donc du coup à 11h58, le pitch de la plateforme Green Data for Health, puis à 14h, la table ronde intitulée « Mieux utiliser la donnée au service des enjeux de la prévention et de la santé environnement ». Merci à tous encore. Au revoir.